Eh ben, vous êtes venus nombreux, ça fait plaisir. C'est super sympa. Je vais avoir dans quelques secondes le plaisir d'accueillir une femme formidable. Si vous êtes là, je pense que vous la connaissez. Elle s'appelle Chanty Bérel. C'est une antidote au marketing à la papa. Elle a lancé Chanty Biscuit, on l'appelle un peu la Bisqueen, notre amie Chanty. Je pense que vous allez pouvoir profiter pendant son intervention vraiment d'un grand souffle, de quelque chose qui va vous amener beaucoup de matière à réflexion. Beaucoup de choses, vous dites, tiens, pourquoi on le fait comme ça et pourquoi on ne le ferait pas comme ça? Soyez vraiment très attentifs. J'irai chercher parmi certains d'entre vous des questions, donc tout le monde peut jouer. Hein, n'hésitez pas, vous savez comment je suis. J'arrive avec mon micro et puis je vais bien vous dire vous déranger. Dames et seigneurs du marketing et de la vente, vous tous, je voudrais que vous fassiez... Allez, on va démarrer par juste une standing ovation pour Chanty Bérel. Vous vous levez et vous l'applaudissez, histoire de lui mettre une méga pression. Chanty, viens me rejoindre. Viens là. Allez, tous debout. Bravo. Chanty, the floor is yours. À toi et je reviens. Vas-y. Je vous laisse vous asseoir. Je n'ai jamais eu l'impression de faire du marketing. D'ailleurs, je ne sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose à vous transmettre. J'ai créé une boîte qui s'appelle Chanty Biscuit, qui fait des biscuits personnalisés. Donc le concept, c'est vous commander en ligne en choisissant le message de vos biscuits. On vous les fabrique et on vous les livre. Donc 100% digital avec une prod internalisée. J'ai démarré en 2013 en faisant les biscuits à la main dans ma cuisine, toute seule, au rouleau à pâtisserie pendant 2 ans. Et ça a grandi petit à petit, jusqu'à ce que je revende la boîte l'année dernière, donc au bout de 10 ans. Et à ce moment-là, la boîte produisait 5 millions de biscuits par an, sur un business model rentable depuis le démarrage. J'avais une équipe de 15 personnes, ma propre usine en Provence et plus de 150 000 personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait le succès de Chanty Biscuit, bon, c'est le goût des biscuits, forcément, mais surtout la com de la marque et l'attachement que les gens avaient pour elle. Plus globalement, c'est la marque qui a drivé le business. Pendant 5 ans, je n'ai pas eu d'équipe marketing ni commerciale, et même jusqu'à la fin, on avait 0 revendeur et on n'a jamais eu de véritable force de vente. D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'impression de mettre de la force à vendre quoi que ce soit. Les gens venaient à nous parce qu'ils aimaient la marque. Je dirais même qu'ils ne venaient pas acheter des biscuits personnalisés, ils venaient pour du Chanty Biscuit. Et je vais vous raconter comment j'ai fait. Donc, j'ai eu l'idée de Chanty Biscuit fin 2012, et à ce moment-là, on est avant toute la vague entrepreneur, comment monter sa boîte, les podcasts, Instagram, etc. Ça n'existait pas. Je ne viens pas du tout d'un milieu business, j'ai juste mon bac. Et ça a longtemps été un gros complexe que j'ai considéré comme ma faiblesse parce que je me disais, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Comment ça se passe une marque, c'est quoi du marketing, comment on se fait connaître. J'avais aucune ref, aucune info. Et j'ai beaucoup complexé. Et en fait, après coup, je me suis rendu compte que c'était ma force parce que j'ai toujours avancé avec logique, bon sens et en me posant les bonnes questions. Et le premier réflexe que j'ai appris à avoir, que j'ai fait inconsciemment et que plus tard, après, j'ai conscientisé, c'était simplement me mettre à la place du client et de la personne en face. Et je me disais, si quelqu'un vient me parler, si quelqu'un vient m'envoyer un message, si quelqu'un vient passer une commande, ben, comment j'ai envie qu'il se sente? Parce que je me disais comment moi j'aimerais me sentir à sa place. Et ça apporte déjà beaucoup de réponses. Et en plus, au début, j'étais tellement contente que les gens viennent me parler, que j'avais juste envie de les chouchouter, de leur dire merci de m'envoyer un message. Et j'avais envie qu'ils passent un bon moment, peu importe qu'ils achetaient ou pas en fait. Mon but, c'était pas de leur dire achetez mes biscuits, c'était juste d'être sympa avec eux. Et je me disais, j'ai juste envie qu'ils se disent ah bah, cette meuf et cette marque, trop sympa, j'adore, je passe un bon moment. Et donc j'aime bien. Et je me disais, potentiellement, s'ils aiment bien, ben, peut-être qu'un jour, ils achèteront. Mais s'ils n'achètent pas, c'est même pas très grave. Et quelques temps après, j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup marquée. Un jour, je me rendais en Italie avec un pote et on avait réservé un Airbnb. On a un problème sur la route, ce qui fait qu'on arrive à 3 h du mat', on est défoncé, on cherche le Airbnb, impossible de trouver la porte. J'appelle la meuf, ça répond pas. On tourne pendant 30 minutes, on se dit, bon, ben, tant pis, on reprend la voiture, on va trouver un hôtel. Et on était vénère et tout. Et le lendemain, je fais une réclamation sur Airbnb pour qu'ils me remboursent ma chambre.
Et là, il y a quelqu'un qui m'appelle de chez Airbnb. Donc, je lui explique mon problème, sans me mettre en colère parce que c'est pas dans mon tempérament. Et là, le mec me dit ah oui, je suis vraiment désolé, je comprends, il n'y a aucun problème, je vous rembourse tout de suite. Et en plus, je vous fais un bon d'achat de 100 € pour compenser la nuit d'hôtel que vous avez dépensée alors que vous n'auriez pas dû dépenser. Et ça m'a vraiment marqué parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je n'aurais jamais demandé ça. Et ce qui fait que derrière, ça m'a rendue cliente fidèle de Airbnb for life. Et même là, on est quasiment 10 ans après cette histoire. C'est pour moi l'histoire de Airbnb. C'est mon truc de référence Airbnb. Et ça m'a rendue cliente fidèle. Et je me suis dit, c'est ça que je veux pour Chantilly Biscuit, que quand il y a un problème, en fait, les gens finissent toujours sur une bonne émotion et qu'ils se disent, malgré le problème, je resterai avec elle for life parce que je sais qu'à la fin, ça va bien se passer. Parce que quand tout se passe bien, quand les gens commandent des biscuits et qu'ils les reçoivent et qu'il y a zéro problème, en fait, c'est normal. On n'en parle pas, c'est part of the deal, quoi. Mais c'est quand ça se passe pas bien que là, la marque se joue et que j'ai même envie de dire que la réputation de la marque se crée. Parce que la réputation de la marque et l'image de la marque, c'est pas ce que vous allez écrire sur votre site, c'est ce que les gens vont parler, vont dire dans votre dos. C'est des conversations qui vont se créer derrière vous. Et ça se définit que par les actions que vous menez et pas par ce que vous allez marquer. Et donc, avec Chantilly Biscuit, par exemple, si vous commandiez 40 biscuits et qu'il y en avait 10 qui arrivaient cassés, jamais on vous renvoyait 10 biscuits. On vous en renvoyait 15, 20, 30, parce que je voulais vraiment compenser la petite déception que vous avez eue pour rester sur une émotion encore plus positive de la surprise, de la reconnaissance, de la considération. Et même si vous aviez commandé, 800 biscuits pour un mariage, gros mariage, et que, problème de la poste, vous les receviez le lendemain du mariage. Jamais de ma vie, j'allais dire, on vous rembourse juste les frais de port. Ah bah si, on vous a livré les biscuits, c'est bon, allez, on fait un geste, on rembourse les frais de port, c'est pas notre faute, c'est la faute de la poste. Pour moi, c'était impossible. C'est notre responsabilité, on n'a pas été au rendez-vous, on rembourse l'intégralité de la commande. Et ça a souvent été un sujet un peu de discussion, on va dire, dans l'équipe, parce qu'il y en avait plein qui me disaient « Ah, ça va, tout l'argent qu'on va perdre, c'est quand même une grosse commande, parce que ça pouvait m'arriver de prendre ces décisions sur 2-3 000 biscuits. Quand même, on a fait tous ces biscuits et on va les rembourser et tout. » Je disais « Oui, mais en fait, si toi, tu te mets à la place du client et que tu as commandé pour ton mariage et que tu n'as pas reçu les biscuits, et qu'en plus, tu n'as rien à offrir à tes invités, comment tu vas te sentir? Est-ce que si je te dis « Je te rembourse les frais de port », tu es content? Si on ne se voile pas la face, on dit non, et donc on rembourse. En fait, c'était juste cette logique que j'avais appris à avoir, tout en gardant cette image de Airbnb et de me dire, en fait, c'est ça qui va rester derrière. Et potentiellement, les histoires qu'ils vont raconter de Chantilly Biscuit qui a fait ce geste qui était énorme, c'est ça qui va faire que derrière, potentiellement, les gens vont continuer d'aimer la marque et de commander chez nous. Et donc, au début, je me posais cette question de me mettre à la place de la personne en face, que sur la partie service client. Et d'ailleurs, je tiens à appuyer le mot service. On est là pour rendre service aux gens. Et sur le fait de comment répondre aux messages, donc de répondre vite, d'être sympa, etc., de répondre à toutes leurs questions, de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise. Mais sur toute la partie ligne éditoriale et identité de la marque, ça m'a pris 4 ans. Voilà. C'est quelque chose qui prend du temps. Parfois, on est très pressé et on veut avoir toutes les réponses tout de suite. Mais moi, ça a pris beaucoup de temps. En fait, quand j'ai démarré, donc j'ai mis Instagram pour me dire en fait, c'est gratuit, c'est dans mon téléphone, comme ça, je peux me faire connaître. Mais j'avais aucune strate, aucune idée de ce que j'allais faire, rien du tout. Et d'ailleurs, si vous remontez le compte Insta Chantilly Biscuit, vous allez voir que ça n'a aucun sens. Même moi, je me demande comment les gens se sont abonnés. C'était Chantilly à la plage, Chantilly va acheter du beurre, Chantilly à la poste. Voilà. On aurait pu faire une déclinaison des Martines. et j'ai eu un déclic un jour, parce qu'il y a une meuf qui m'envoie un message sur Facebook et elle me dit « Je viens de découvrir ton concept de biscuit, c'est trop génial, je vais en commander pour larguer mon mec. » Et je me dis « Oh, c'est génial, on n'a jamais eu ça comme commande. » Et là, la meuf, véridique, commande des biscuits avec marqué « Je te quitte ». On s'est dit « Non mais c'est un génie ». Ça nous a fait vraiment rire dans l'équipe, surtout que nous, à ce moment-là, on n'avait que des commandes « Joyeux anniversaire, je t'aime, bonne fête maman ». Voilà, c'est pas très fun. Mais bon, on prend les commandes quand même, mais c'est pas très drôle. Et on s'est dit ah, mais elle aurait dû aller encore plus loin et faire « Je te quitte connard » ou un truc du style. Et je me suis dit vas-y, je vais le faire pour Instagram. Et c'est un des premiers biscuits qu'on a produit exprès pour Instagram. Et donc, j'ai posté ce biscuit.
qui a fait un mini buzz à notre échelle par rapport à l'engagement que j'avais sur les autres posts. Là, ça a été du délire. On a été reposté sur plein de gros comptes Insta, plein de blogs, plein de sites, des idées pour larguer son mec, etc. Et jusqu'à la fin de Chantilly Biscuit, ça a été le biscuit iconique de Chantilly Biscuit, je te quitte connard. Et le fun fact, c'est qu'en plus, c'est un biscuit que personne ne nous a jamais commandé. Et j'aime beaucoup cette idée de me dire que ce qui plaît aux gens, c'était pas forcément ce qui crée les commandes derrière, et c'est ce qui les faisait rire. Et donc, quand j'ai posté ce biscuit sur Insta, en fait, ça m'a fait comprendre ce qu'était Chantilly Biscuit. C'était toutes les petites phrases du quotidien sur un biscuit. C'est les phrases qu'on n'ose pas forcément dire à voix haute, qui sont plus faciles à faire passer sur un biscuit. C'était n'importe quel moment de vie où il y a une phrase à dire, c'est-à-dire tous les moments. Et c'était aussi surprendre les gens sur Insta avec une surprise, avec une phrase dont ils ne s'attendaient pas du tout. Et donc, à partir de là, j'ai produit des biscuits exprès pour les réseaux, pour Insta surtout. Et mon but, c'était pas de me dire alors, on a allé dans les insultes et les ruptures, on va faire que ça parce que visiblement, ça marche. Je me suis dit, le but, c'est d'aller dans tous les endroits de la vie et toujours de surprendre les gens avec plein de petites phrases du quotidien. Et donc, toutes les semaines, vous aviez un message d'amour, un message sur le travail, un message sur l'actu, une blague de cul, une insulte, n'importe quoi. Et j'allais vraiment dans tous les secteurs, ce qui fait que j'étais rentrée dans le quotidien des gens. Et il y avait toujours une phrase qui vous faisait penser à une situation du quotidien où vous aviez envie de taguer votre pote, de dire « Ah, mais attends, je vais les commander pour truc et tout ». Et même que vous les commandiez ou pas derrière, en fait, ça m'était égal. Ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'en fait, vous vous amusiez avec nous. Et donc, plus j'ai fait vivre la marque sur Insta avec ces biscuits, plus j'ai découvert qui j'étais et ce qu'était Chantilly Biscuit en faisant. Et c'est marrant parce que jusqu'à la fin de Chantilly Biscuit, une de mes grandes frustrations, ça a été de ne jamais avoir réussi à faire la plateforme de marque. Voilà. Alors que c'est quand même moi, la marque, les valeurs, l'identité, etc. C'est ma partie, c'est ce que je kiffe. J'ai jamais réussi à dire Chantilly Biscuit, c'est ça, faire un manifeste, etc. Et récemment, j'ai réalisé qu'en parallèle, j'ai jamais réussi à écrire ma bio LinkedIn. Et en fait, je me suis dit, je pense que je n'arrive pas à restreindre ma marque, et moi aussi, à quelques phrases en fait. Ma marque est plus grande que ça, et en fait, je voyais vraiment Chantilly Biscuit comme une personne. D'ailleurs, c'est une fille. Chantilly Biscuit avait une âme. Chantilly Biscuit était quelqu'un qui s'amusait, qui parlait, qui jouait, qui changeait d'avis, qui s'excusait. Et dans ce sens, je ne pouvais pas la réduire à 3 phrases. J'avais envie qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse changer. Et j'aimais aussi voir que tous les gens qui parlaient de Chantilly Biscuit le définissaient d'une manière différente. Parce qu'en fait, tout le monde était touché par un truc différent. Il y avait des gens pour qui Chantilly Biscuit, c'était les punchlines sur Instagram. Il y avait des gens pour qui c'était une histoire entrepreneuriale. Il y en avait pour qui c'était une truc de girl boss. Il y en avait pour qui c'était le Made in France. Il y en avait pour qui c'était des blagues de cul. Et en fait, j'adorais voir chaque personne définir Chantilly Biscuit avec ce qui le touchait. Et dans ce sens, j'avais pas envie de dire ben non, en fait, on est ça. Et je pense qu'en fait, ce sont tout ce qu'on a fait, nos choix, nos OP, nos prises de parole, nos prises de position, qui ont défini en fait la plateforme de marque, enfin la personnalité et ce qu'on incarnait. Et à force de voir aussi les gens mettre certains adjectifs sur Chantilly Biscuit, j'ai réalisé certains trucs qui me tenaient à cœur. Par exemple, à force que les gens me disent, ou des journalistes, etc. Ah, Chantilly Biscuit, c'est une marque authentique, il y a beaucoup d'authenticité chez Chantilly Biscuit, elle dit ce qu'elle pense, etc. Je me suis dit, ah ben c'est vrai en fait, que c'est un truc qui me touche, que c'est un truc que je veux incarner. Et donc là, je prends conscience et je le fais encore plus parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et comme je voyais Chantilly Biscuit comme une personne, j'avais envie de lui laisser la place à l'improvisation et à la spontanéité, comme dans la vraie vie. Parce que je trouve que dans la vraie vie, la vraie magie et les meilleures choses arrivent dans l'impro, dans ce qu'on se laisse l'opportunité de vivre, les occasions qui arrivent, les rencontres. Et ça, quand tout est planifié, cadré et qu'il n'y a pas de place à ça, ben c'est difficile. Et donc, je voyais l'Instagram Chantilly Biscuit comme ça, que je comparais à un compte Insta perso. En fait, je me dis, en perso, j'ai pas de planning de post. Voilà, je sais pas ce que je vais poster en story dans 2 jours. Je verrai selon comment je me sens, selon ce qui se passe, selon ce que je vis. Et dans ce sens, pendant les 10 ans de Chantilly Biscuit, donc c'est moi qui ai tenu l'Instagram du début à la fin, j'avais 0 story prévu. C'était toujours full impro, sauf évidemment quelques temps forts, Noël, fête des mères, où là je prévois à l'avance parce que bon, c'est temps fort quoi.
Mais le reste, c'était impro total. Et même les posts, je planifiais jamais à l'avance. J'avais plein d'idées, plein de photos en cours, mais je me disais, je veux vraiment qu'au moment où je poste, ce soit ce que je ressens et ce soit pertinent avec mon actu et qu'il n'y ait pas un truc de dissonance, etc. Moi, j'étais très extrême dans l'authenticité. Et en fait, dans cette place à la spontanéité et l'impro sur les réseaux, ça a permis aussi aux gens, à notre communauté, de rentrer dans notre histoire et d'en faire partie, parce qu'on avait la place à l'interaction et au fait qu'ils pouvaient participer, que quelqu'un pouvait me dire un truc, je repostais, etc. Et les gens se sont vraiment sentis inclus dans l'histoire Chantilly Biscuit. Et d'ailleurs, notre compte Insta, c'était plus une histoire que vous suiviez, avec plein de petites histoires à l'intérieur, qu'un catalogue produit que vous regardiez. Il y avait des fils rouges, il y avait des personnages, il y avait des running gags, et les gens savaient qu'ils pouvaient participer parce que je lisais tous les messages. Et si je voyais un truc un peu drôle ou un truc qui me touchait, etc., je pouvais totalement le reposter. Et j'avais rien à foutre que ce soit un compte certifié, beaucoup d'abonnés, comme ça, je vais me mettre en avant, je vais choper sa communauté. Pas du tout. Moi, je privilégiais l'humour, la créativité et la sensibilité, et c'est ça qui me touchait et que j'avais envie de partager. D'autant que moi, je suis une outsider. Alors, j'avais aussi envie que les outsiders de ma communauté et de la vie, on va dire, fassent partie de l'histoire. Et parfois, ça a même créé des produits, des OP, c'est parti un peu loin. Et une de mes histoires préférées, c'est un jour, je fais un post Insta, je sais même ce que c'est, et il y a quelqu'un qui commente, c'est la reine des biscuits. Donc, je reposte ce commentaire en story, et là, quelqu'un d'autre répond, ah ouais, la bisqueen, quoi. Donc, je reposte ça. Et là, tout le monde a dit « Ah ouais, mais la bisqueen, mais grave, c'est trop ton titre et tout !» Et à partir de là, je me suis dit « Bon, bah ok, je suis la bisqueen, couronnée par ma communauté. » Et c'est pas du tout un titre que j'ai inventé moi et que j'ai décrété. C'est quelque chose qui est né de la communauté. Et parce que j'avais cette place à l'impro, à ce que quelqu'un me dise un truc, je le reposte, ça part. Et à partir de là, c'était devenu mon titre officiel. Je n'étais plus CEO de Chantilly Biscuit, j'étais la Bisqueen. Même mon banquier m'appelait Hello la Bisqueen. Enfin, c'était vraiment venu, je me le suis fait tatouer, je suis la Bisqueen. Et ça, c'est né de ma communauté. Et les gens voyaient qu'en fait, ce qu'ils me disaient et tous leurs messages pouvaient vraiment avoir un impact dans la marque, dans l'histoire. Et que Chantilly Biscuit, c'était un peu... on le construisait ensemble, quoi. C'était une personne qui interagissait avec les gens pour créer une histoire qu'on vivait tous ensemble. Et donc, au fur et à mesure que je faisais des trucs et que je faisais vivre la marque sur Insta, notre personnalité s'est affirmée. Et d'ailleurs, je dis notre personnalité s'est affirmée et pas notre plateforme de marque s'est affirmée. Et plus j'ai su qui on était, plus j'ai accepté de ne pas plaire à tout le monde. Alors, ce qui au début était hyper difficile. Et je me souviens, au début de Chantilly Biscuit, j'avais pris une agence RP. Et un jour, l'agence me transfère un mail d'un gros média type Madame Le Figaro. Alors, je ne sais plus si c'était ça, mais dans ce style. Et le mail, en une ligne, l'agence me transfère juste comme ça avec le truc. Une phrase, c'était « Jamais je ne parlerai de cette marque, c'est beaucoup trop vulgaire ». Et là, je lis ça, je dis ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de faire un truc dont on ne parlera jamais? En fait, est-ce que c'est un délire à moi mais que personne ne comprend? Est-ce que j'aurai jamais de presse? Est-ce que je fais n'importe quoi? J'ai remis toute ma vie en jeu. En plus, c'était au début, je commençais à faire des blagues, etc. Je n'étais pas trop sûre de moi. Et j'en ai parlé à une copine et elle m'a dit non mais attends, mais c'est génial de pas plaire à tout le monde, c'est trop bien, ça veut dire que tu as une personnalité et plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. C'est une phrase que j'ai gardée en tête. Et je me dis, je préfère avoir une marque qui ne plaît pas à tout le monde plutôt qu'une marque qui laisse indifférent et dont on ne se rappelle pas. Moi, j'ai pas envie d'être lisse, j'ai envie d'accrocher les gens et de les marquer. Et si ça touche pas tout le monde, en fait, je m'en fiche, quoi. Et en fait, quand je fais aussi le parallèle dans la vraie vie, moi, j'adore les gens qui ont des personnalités, des passions, des délires et qui les vivent à fond. Voilà. Que je comprenne ou pas, que j'adhère ou pas. Moi, j'adore voir les gens qui kiffent leur truc, comme mes cheveux licornes, voilà, que ça vous plaise ou pas, moi je le fais. et je me suis dit, en fait, c'est un peu ça que je veux faire avec Chantilly Biscuit. Je veux vivre ma personnalité à fond, celle de la marque. Et si ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave. Et j'ai un exemple que j'ai eu en tête très souvent, qui m'a beaucoup inspirée, c'est Kat Von D. Alors, Kat Von D, c'est une tatoueuse américaine, chanteuse, artiste, qui fait plein de business, dans un style méga gothique, voilà, qui n'est pas le mien, hein, mais elle incarne complètement son truc, et elle n'est pas non plus
dans un discours de rallier tout le monde à sa cause. C'est moi je suis comme ça, moi je kiffe ça. Elle vit dans un manoir avec une piscine rouge, avec des tulipes noires. Elle est vraiment dans son truc au maximum. Et moi j'adore voir en fait que quelqu'un a une personnalité, un délire, et il le vit à fond et sans déranger personne. Et c'est moi je suis comme ça, tu m'aimes comme ça, tant mieux. Mais tu m'aimes pas, mais en fait c'est pas grave en fait. Et elle avait monté une marque de maquillage avec des produits super quali, parce que l'un n'empêche pas l'autre, comme les biscuits Chanty-Biscuits, et qu'elle a revendu derrière à LVMH. Et quand elle a revendu, j'avais relu son post quand j'ai préparé la conf, elle disait qu'en fait, ce qu'il avait plu, c'était de pouvoir aussi incarner un nouveau modèle et différent de ce qui se faisait d'habitude. Et le fait qu'elle s'affirme et qu'elle le vive à fond, en fait, ça a permis à des gens de s'identifier aussi à elle qui n'avaient aucun repère, quoi. Et plus on vit plus on incarne, on va dire, notre personnalité et nos valeurs à fond, plus il y a des gens aussi qui peuvent se reconnaître et qui peuvent adhérer. Et c'est pas toujours facile parce qu'on a toujours envie de faire comme les autres, de se dire attends, eux ils font ça, ça a l'air de marcher, on va faire pareil. Et c'est vrai que peut-être que si j'avais dit ok, l'angle de marque de Chanty-Biscuits, c'est le côté écolo, on va faire ça à fond, j'aurais plein d'articles de journalistes. Alors qu'en fait, on cochait déjà toutes les cases. On était made in France, tous les packaging biodégradables, producteurs locaux, on produisait nous-mêmes, etc. Mais moi, c'est pas ce que j'avais envie de vendre, quoi. C'est pas, moi, j'avais envie de vendre les biscuits, les messages, le lien que ça crée avec les gens, etc. Donc, j'avais pas envie d'axer sur ça. J'aurais pu aussi dire Chanty-Biscuits, c'est l'histoire d'une meuf entrepreneur, partie de rien, girl boss, woman in biscuit tech. Mais moi, ça me touche pas non plus, quoi. C'est vrai que j'aurais certainement plu aux journalistes. Et même pendant le confinement, je voyais toutes les marques qui faisaient que faire du contenu sur restez chez vous, portez votre masque, le Covid, etc. Ce qui était très facile à faire. Hein. En même temps, ça touche tout le monde est confiné, ça parle à tout le monde. Il y a 50 000 blagues à faire. Et en fait, moi, quand je me mettais à la place des gens, enfin, quand j'étais en utilisateur Instagram, on va dire, et que je voyais tout ça, en fait, ça me mettait pas dans un bon mood, quoi. Je me disais, en fait, non, mais c'est bon, le Covid, j'ai compris, anxiogène, bad vibe, j'étouffe, quoi. Et donc, je me suis dit, Chanty-Biscuits ne parlera jamais du Covid. On ne dira jamais le mot confinement, jamais le mot Covid pendant toute cette période, même si ça aurait été beaucoup plus facile. Surtout que comme on avait fermé l'usine, j'avais aucun biscuit que je pouvais produire pour faire du contenu. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je ferai tout sauf ça et Chanty-Biscuits sera l'endroit où on ne parlera pas de confinement. Et donc, je me suis mise à faire des chansons, des jeux, des interviews, à improviser des trucs. Et j'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit merci. Je me dis merci, mais ça fait trop du bien d'entendre parler d'autre chose. Ça nous aère l'esprit. Moi, je viens sur Insta que pour voir Chanty-Biscuits pendant le Covid. Le reste, j'en peux plus. On a bien compris qu'on est confiné. C'est bon, arrêtez d'en rajouter des couches. Et j'étais trop contente de me dire, en fait, j'ai pas choisi la facilité. J'ai pas choisi de faire comme tout le monde. Et au final, c'est ce qui a touché les gens. Et parfois, ça peut impliquer des décisions business pas faciles. On a eu un partenariat pendant plusieurs années avec une boîte de papeterie qui était venue nous voir pour faire une collab. Et en fait, eux, l'idée, c'était qu'ils fassent des petites boîtes personnalisées assorties à la papeterie mariage des gens, exprès pour qu'on puisse mettre nos biscuits dedans. Parce que nous, on ne proposait pas la personnalisation des boîtes. Et donc, les gens commandaient les boîtes chez eux, les biscuits chez nous, ils les recevaient, ils avaient leur cadeau d'invité parfait. Et c'était leader en France, voire Europe, de la papeterie mariage. Donc, sur le principe, super collab, etc. En plus, ils sont beaucoup plus gros que nous. Et donc, on commence à mettre ça en place. Et en fait, dans les termes du contrat, il y avait que chacun devait faire des posts Insta pour mettre en avant la collaboration. Donc moi, évidemment, je fais des posts Insta avec les boîtes des biscuits, des petits biscuits avec des blagues du style pour le meilleur et pour grossir, les dragées c'est surfait, enfin des petites blagues sympas, quoi. Et la marque n'a pas du tout apprécié. On dit on ne veut pas être associé à des blagues comme ça, et encore plus tout ce que vous faites à côté. Là, les blagues de cul, nous, c'est pas du tout dans notre ADN. Soit vous changez tout ce que vous faites, soit on arrête le partenariat. Et vraiment pas facile parce que nous, le mariage, c'était énorme business chez nous. C'est quelqu'un de mon équipe qui a passé des mois à mettre le partenariat en place, à trouver les boîtes parfaites, etc. Et moi, je voulais pas, quoi. Moi, jamais de la vie, je change la marque pour quelqu'un d'autre. Moi, je vais pas lui dire que sa marque est pas assez drôle, donc laissez-moi tranquille. Et donc, le partenariat a duré, je pense, 3-4 ans quand même.
Parce que bon, malgré tout, on se ramenait des commandes. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit en fait, j'en ai marre qu'on me dise que mes posts Insta vont pas, on arrête quoi. Et j'ai préféré faire sauter le partenariat et perdre potentiellement tout le business que de me perdre moi-même et de perdre tous les gens qui me suivaient pour ça et de plus arriver à me regarder dans le miroir. Et derrière, après, on a fait nos propres boîtes de biscuits personnalisées nous-mêmes. Je ne saurais pas dire la part de business qu'on a perdu, mais au moins je me dis j'ai pas perdu les gens qui m'aimaient quoi. Et je n'ai pas perdu qui j'étais pour du business. Et plus j'ai aussi osé faire des trucs, plus ça a aussi attiré les bonnes personnes. Un des premiers posts qui a fait polémique, on va dire, sur Chantilly Biscuit, alors j'en ai pas non plus eu beaucoup, hein. Chantilly Biscuit était globalement une marque que tout le monde aimait, mais j'ai quand même fait quelques trucs qui ont un peu divisé. Et un jour, donc je cherchais des idées de post Insta, toujours dans cette idée de c'est quoi les petites phrases du quotidien qu'on n'a pas forcément envie de dire à voix haute et que je pourrais mettre sur un biscuit et qui vont surprendre tout le monde sur Insta et tout. Et je me suis dit, la phrase qu'on n'aime jamais dire à voix haute, c'est demander un tampon à quelqu'un. Et j'ai très bien imaginé la scène dans un open space. Tu veux un tampon, tu mets le biscuit sur le bureau de ton collègue, t'as rien besoin de dire, elle te donne le tampon, elle mange le biscuit, c'est oublié. Donc je me suis dit, je vais faire un biscuit sur ça. Je m'enflamme un peu dans la mise en scène avec du vernis à ongles rouges, forcément. Et donc je poste ça sur Insta. Et ça a été le premier biscuit qui a vraiment divisé dans ma communauté. C'était soit on adorait, soit on détestait. Et j'ai vu dans les commentaires soit des « Oh, j'adore, elle va toujours plus loin, go, Chantilly, on adore » et tout. Soit des gens qui ont dit « C'était le post de trop. On l'a perdu, je me désabonne. » Avec emoji qui donne envie de vomir et tout. Ok. Ça m'a fait beaucoup me remettre en question quand même, parce que forcément, quand on fait un post, même s'il y a 50 personnes qui vont dire j'adore et une qui vont dire je déteste, on a toujours envie de se focaliser sur celle-là et comment je peux faire en sorte que celle-là m'aime, alors qu'en fait il y a toutes celles-là qui nous aiment et que si on change pour celle-là, peut-être qu'on perd les 50 quoi. Et suite à ce post, j'ai reçu une candidature de stage et la meuf m'envoie déjà un colis avec un puzzle en biscuit à reconstituer, c'était incroyable. Je la recrute en stagiaire, elle est restée 4 ans chez Chantilly Biscuit et jusqu'à la fin, ça a été la seule personne de mon équipe capable de pouvoir trancher sur toutes les collabs, partenariats et savoir dire ça c'est Chantilly Biscuit ou ça c'est pas Chantilly Biscuit. Ça a été la seule. Et en fait, quand je l'ai eue pour son entretien, elle m'a dit, c'est quand j'ai vu ce post Insta, je me suis dit, cette meuf est ouf, il faut que je bosse pour elle. Et je me suis dit, heureusement que j'ai osé faire ce post, quitte à plaire quitte à pas plaire à des gens, parce que grâce à ça, ça a attiré une super personne dans mon équipe. Et régulièrement, je me suis remise à poster ce post, peut-être qu'une fois par an, pour me rappeler de ça, pour me rappeler d'oser et pour me rappeler qu'en fait, c'est dans ces moments-là qu'on attire les bonnes personnes et qu'on fait la différence. Et c'est pas grave si j'en perds en chemin, parce qu'à côté de ça, ceux qui vont rester, ils vont m'aimer encore plus. Et ce qui m'aidait aussi à oser faire des trucs comme ça, même si je n'ai pas l'impression d'avoir pris des énormes risques, mais bon, c'était que je suis toujours en train de m'amuser en fait. Et j'avais plus l'impression de gérer une colonie de vacances qu'une entreprise. Toutes les blagues que vous voyez, alors je ne sais pas s'il y en a qui suivaient Chantilly Biscuit sur Instagram, mais toutes les blagues que vous voyez en story ou sur les posts, c'était vraiment l'humour qu'il y avait dans les bureaux, c'était punchline sur punchline. Et il y avait un truc de... En fait, on s'amuse, quoi. On kiffe. Et si les gens ne comprennent pas, c'est pas très grave parce que nous, on sait pourquoi on le fait. Et si les gens n'aimaient pas le post quelqu'un un tampon, en fait, moi, je sais pourquoi je l'ai fait, en fait. Je suis pas dans une intention de nuire, je suis pas dans une intention de provoquer, je suis pas dans une intention de vendre un truc à tout prix. Je suis dans l'expression de moi-même. Et à partir du moment où on est dans l'expression de soi et pas en train de vendre un truc ou pas en train d'essayer de faire comme les autres ou de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave si les gens nous aiment pas, parce qu'on sait pourquoi on le fait et on sait qui on est. Et le fait qu'en fait on soit aussi toujours un peu en train de s'amuser et prendre du plaisir, ça permet aussi de dédramatiser ces moments-là. Et même dans Chantilly Biscuit, dès qu'il y avait une galère, une machine qui tombe en panne, un client qui n'est pas livré ou n'importe quoi, il y avait toujours quelqu'un dans mon équipe qui était là pour faire une blague. Et ce qui a ramené toujours de la légèreté et qu'à la fin, en fait, c'était là, bon,
À la fin, on aura bien rigolé, quoi qu'il arrive, on fait notre max et on kiffe. Et le kiff, c'était vraiment très important pour moi et même pour l'équipe. Et moi, j'avais ça aussi dans la partie créative. Tout ce qui était trouver des idées, créer des produits, créer des trucs avec la marque dans tous les sens. C'était ça qui me faisait kiffer et qui m'animait profondément. Et même la satisfaction de chercher une idée pendant des jours, trouver le packaging, le storytelling, comment on va faire la newsletter, la vidéo, on le met en ligne et puis on voit les gens qui les commandent, qui les reçoivent, qui nous envoient des photos. Tout ça, c'était hyper satisfaisant et épanouissant même, j'ai envie de dire. Et pour rejoindre le thème aussi de l'événement, j'aurais jamais remplacé, et je remplacerai jamais, la créativité et ce qui me fait kiffer par de l'IA, en fait. Moi, j'adore écrire. Je pouvais passer 4 heures à écrire un post Insta. Je peux passer des jours à réfléchir à une newsletter. Et jamais je me dirais ce serait plus rapide avec ChatGPT, en fait. Parce que moi, c'est presque thérapeutique. Ça me permet de réfléchir, de me comprendre, de créer du lien avec les gens. Et en fait, si je gagne du temps derrière, mais si je kiffe pas, en fait, ça vaut pas le coup, quoi. Moi, je préfère me dire je m'amuse, je kiffe, j'ai de la satisfaction derrière. Je prends du plaisir, j'arrive à me comprendre, j'arrive à connecter avec les gens, on s'amuse, plutôt que en fait on gagne du temps, quoi. Et même là, quand on m'a proposé la conférence, j'aurais pu demander à ChatGPT écris-moi ma conf. Quels sont les sujets marketing en ce moment, fais-moi dire des trucs sur l'IA parce que c'est le thème. Trouve-moi des trucs qui vont repasser bien sur LinkedIn. 10 minutes, c'est torché, quoi. Mais j'avais pas eu le temps de faire ça. Et donc, j'ai trouvé un coach et je lui ai dit, je veux vraiment trouver mon message, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je peux transmettre, qu'est-ce qui me ressemble. Et en fait, dans la construction de la conférence avec lui, on a eu l'idée d'un autre projet qui s'appelle Marketing sur le divan et qu'on vient de lancer. Et si j'étais passée par ChatGPT pour écrire ma conf, mais en fait, j'aurais jamais eu l'idée. Donc, il y a un vrai sujet de l'IA, c'est bien, mais à quel moment, à quel endroit on la met, et de faire attention à ne pas supprimer un truc qui nous fait kiffer et qui nous développe, nous, en tant que personne. Et puis même, il y a un truc de... avec l'IA, il y a un truc de perfection aussi que j'aime pas trop, paradoxalement, parce que l'imperfection était un truc... très fort chez Chantilly Biscuit, alors pas dans le sens je fais exprès de faire des trucs nuls et moches, mais dans le sens Chantilly Biscuit c'était une marque très homemade, parce que c'était vrai en fait, je faisais les photos à l'arrache dans mon bureau, en fait on était un peu toujours dans la bidouille, quoi, même si on faisait des millions, il y avait quand même un truc tout est incroyable, on a l'impression de s'amuser, on n'a pas trop l'impression de gérer une vraie boîte, c'est ouf, et ça se ressentait sur les réseaux. Ce qui fait que les gens étaient très à l'aise de venir nous parler et nous écrire et contribuer, parce qu'il y avait un côté en fait proximité. En fait, ça pourrait être ma pote. D'ailleurs, quand les gens m'écrivaient sur Insta, j'étais toujours surprise du ton qu'ils prenaient. J'avais l'impression qu'ils s'adressaient à une pote, à une meuf qu'ils connaissent, salut Chantilly, etc. Enfin, c'était trop génial. Et c'était parce que c'était très décontracté, très vrai, très la vraie vie, très homemade, et ça se sentait. Et même parfois, ça a généré ce côté imperfection des grosses OP, etc. Une histoire que j'adore, c'est donc à chaque fois que je prenais mes photos de biscuits sur Instagram, donc je tenais mon biscuit comme ça avec mon pouce et je prenais ma photo, et donc on voyait toujours mon vernis à ongles, quoi. Et comme je n'avais pas envie de prendre le temps, etc., je mettais toujours à l'arrache, je mettais que le pouce, 2 couleurs différentes pour faire des photos différentes. Et il y a eu des moments où ça s'est vu sans que je fasse exprès, où on voyait les ongles derrière qui étaient pas faits, où on voyait le vernis qui débordait parce que j'étais là, bon, vite fait, c'est pour la photo, je m'en fous, j'enlève après. Et, tout. Et les gens commençaient à commenter, ah, Chantilly, attention, la manucure, va te payer du vernis, etc. Faut apprendre à faire les ongles. Mais très gentil. Et en fait, moi, c'était OK, quoi. Je le repostais, j'adorais. Ça faisait un truc, c'est la vraie vie, en fait. Et suite à ça, donc ça, c'est vraiment un running gag qui a duré des années, qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y a la plus grosse marque de vernis à ongles du monde qui nous a contactés pour faire un partenariat, OPI, qui s'est matérialisé dans notre premier pop-up store qu'on a fait à Paris, où on avait plusieurs espaces à l'intérieur de la boutique, dont un qui était dédié à OPI, où vous pouviez venir vous faire poser votre manucure pour avoir votre
vernis à ongles parfait pour prendre votre biscuit en photo pour Instagram. Et une collab biscuit vernis à ongles complètement logique chez Chantilly Biscuit. Et ça, c'est né de ce côté imperfection, vraie vie et proximité avec les gens qu'il y avait sur Instagram. Ouais, vous allez peut-être me dire, elle est mignonne avec ses biscuits et ses vernis à ongles, nous on fait du B2B, on ne peut pas faire ça, ça ne s'applique pas à nous. Et je vous répondrai, déjà, Chantilly Biscuit était 50-50 B2C et B2B, et moi je cherchais des commandes B2B. Je préférais avoir une commande de 10 000 biscuits que 100 commandes de 100 biscuits, mais il n'y a pas photo, hein, même en prod, c'est ce qu'on préférait, faire une palette que 100 colis. Mais je me disais, si je fais que poster des phrases B2B entre guillemets sur Instagram, mais c'est chiant à mourir en fait. Si tout mon Insta c'est venez à notre séminaire, welcome dans la team, salon machin, en fait je me dis on s'en rappelle pas en fait. Et on n'a pas envie d'envoyer ça à nos potes, ça n'accroche pas, on n'aime pas forcément la marque, et moi ça me fait pas kiffer quoi. Et je me disais, de toute façon, tout le monde travaille quelque part. Donc le but, c'est que les gens aiment la marque. Et en fait, les gens qui me suivent sur Insta, c'est les mêmes qui sont dans le... Enfin, j'allais dire sur LinkedIn, mais c'est les mêmes dans leur entreprise, quoi. Et donc, moi, je me disais, le but, c'est juste qu'ils aiment la marque et que le jour où ils aient besoin d'un cadeau, d'un goodies ou quoi que ce soit, ils pensent à Chantilly Biscuit parce qu'ils aiment Chantilly Biscuit, eux, en tant que personne. Et d'ailleurs, la plupart de nos grosses commandes, énormes contrats qu'on a eus, c'était toujours quelqu'un qui suivait sur Insta, qui avait commandé en perso, qui avait reçu un biscuit à la fête des mères ou quoi que ce soit, qui avait découvert et qui adorait Chantilly Biscuit et qui voulait, de ce fait, faire travailler Chantilly Biscuit. Et en plus, je me disais, si quelqu'un me contacte en parallèle pour le baptême de son fils et en même temps pour son entreprise et qu'on lui parle de deux façons différentes, mais il va se dire, mais en fait, c'est complètement dissonant, c'est fake, est-ce qu'il porte un masque? Et il y a un truc, c'est comme quand on voit nos potes parler sur LinkedIn, on a envie de leur dire, ah, c'est bon, on parle pour de vrai, et je te connais. Et j'avais pas du tout envie que les gens ils disent ça à Chantilly Biscuit, qu'ils disent, ah, c'est bon. Donc je me suis dit, on va être les mêmes partout, et le but, c'est que les gens nous aiment. Et d'autant plus, et ça, je pense que c'est aussi le cas des agences marketing, on n'était pas un achat impulsif. C'était pas un truc... il fallait que vous ayez besoin d'avoir un cadeau à faire pour acheter Chantilly Biscuit. Donc je pouvais pas vous dire tous les jours achetez, achetez, achetez. En fait, s'il n'y avait pas un mariage, un anniversaire ou quoi que ce soit, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Donc le but, c'était juste que je sois dans votre quotidien, que vous m'aimiez, que vous passiez des bons moments avec moi et que potentiellement un jour vous ayez un cadeau à faire et que vous pensiez à Chantilly Biscuit. Et je me souviens un jour... J'étais en train de marcher dans Paris, j'ai mon téléphone qui sonne. Oui, bonjour, nous sommes tel hôtel, 4 étoiles, notre directeur est tombé sur votre site, il a vu le biscuit connasse et il s'est dit, elle, il faut qu'on la rencontre. Et en fait, les gens m'appelaient pour ce côté-là, même s'ils étaient des grands hôtels, des énormes sièges. Je suis allée partout dans le luxe, les énormes boîtes du 440, enfin, on a eu tout en client, mais parce que les gens aimaient ces messages sur Insta et je savais que quand j'arrivais à ces rendez-vous, en fait, j'étais le rendez-vous fun de leur journée, quoi. C'était « Ah, c'est bon, c'est Chantilly !» On peut parler normalement, on peut faire des blagues. Et en plus, quand on vient me chercher pour ces blagues, je sais que j'arrive avec des biscuits, avec plein de blagues. Et il y a un côté, on passe un bon moment. Je suis pas en train de te vendre un truc à tout prix. Moi, j'ai juste envie que tu goûtes les biscuits parce qu'ils sont hyper bons, que tu regardes les messages parce que tu vas rigoler. Et c'était ça, mon but. Et dans l'autre sens... je bossais avec le cabinet d'avocats que j'avais avec Chantilly Biscuit. C'était un cabinet un peu start-up. Il s'appelait Bold. Et en fait, leur fonctionnement, c'était on payait un abonnement. Et derrière, j'avais un nombre de questions illimitées que je pouvais leur poser. Et ce que j'aimais, c'était qu'en fait, ils s'adressaient vraiment à moi comme des personnes normales, j'ai envie de dire. J'ai jamais eu besoin de les appeler maîtres. On se tutoyait. Je me suis jamais sentie ridicule à leur poser toutes les questions de meuf qui n'y connaît rien et qui a peur de tout. Et vraiment, je me sentais toujours bien accueillie, à l'aise de poser mes questions. On se tutoyait. Et je sentais vraiment qu'on se parlait de personne à personne. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est comme... en fait, tout revient à cette relation de personne à personne, au-delà de B2C, B2B, marque, avocat, quoi que ce soit. En fait, ce qui fait qu'on s'attache aux gens, aux marques, en fait, c'est le lien qu'on a avec les personnes derrière. Tout se joue sur cette relation-là. Et quand on revient à ce que je disais au début, on se met à la place de l'autre, et qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on aime comme relation, eh bien, je pense qu'on aime les relations désintéressées.
quand on sent qu'on n'est pas là à vouloir nous vendre un truc à tout prix. Pourquoi on aime aller dans certains hôtels, restos, boutiques. C'est parce qu'on sent qu'en fait, les gens, ils veulent pas juste nous vendre un truc, qu'ils font un truc qu'ils aiment et qu'ils ont envie de nous le partager, qu'on est bien accueillis, qu'on passera un bon moment, peu importe qu'on va acheter quelque chose ou pas. Et il y a quelques temps, je devais acheter un soutien-gorge jaune pour une vidéo. Et donc, je vais chez Etam, je trouve un soutien-gorge jaune. Et là, il y a une vendeuse qui vient me voir et elle me dit « Ah, vous savez, pour 19 €, vous en avez un deuxième. » Je dis « Non, mais en fait, c'est bon, j'en ai besoin que d'un, merci. » Je vais à la caisse, elle revient me voir et elle me dit « Non, mais vraiment, vous savez, pour 19 €, vous en avez un deuxième, faites un tour et tout. » Et en fait, ça m'a énervée. Je me suis dit « J'avais envie de lui dire « Mais attends, mais je ne suis pas juste ton chiffre d'affaires à atteindre. Laisse-moi. » Enfin, je t'ai dit non. Fais-moi plutôt une remarque sur, je sais pas, la météo, un truc sur mes fringues, ou j'en sais rien, mais un truc qui me fait me sentir bien et qui fait pas me sentir que je suis juste un portefeuille à dépouiller et que tu t'en fous de ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Et du coup, j'ai plus du tout envie de rentrer dans cette boutique parce que je sais qu'elle va juste vouloir me vendre un truc et qu'en fait, elle s'en fiche de comment je me sens, de ce que je veux, et elle me considère pas en tant que personne vraiment, quoi. Et donc, comment on nourrit ces relations ? En faisant de nouvelles choses. Parce que c'est prouvé scientifiquement que la stimulation des neurones faiblit, voire meurt, quand on voit toujours la même chose. C'est pour ça qu'on dit que la routine tue le couple, parce que on est plus stimulé, on voit toujours les mêmes choses. Et il y a un compte Insta de marque que j'adore suivre. Paradoxalement, je suis très peu de compte Insta de marque. C'est le compte Insta de McDo. Parce que McDo, chaque post Insta, c'est un détournement de l'univers McDo. Et en fait, j'attends les prochains posts pour voir dans quels endroits ils vont encore me surprendre, les nouveaux trucs qu'ils vont faire pour détourner leur marque. Et il y a un côté créatif, il y a un côté inspiration, il y a un côté fun, il y a un côté ils sont pas en train de me vendre un truc. Et si tout leur Insta, c'était juste des photos de burgers, mais jamais je suis. Big Mac, c'est bon, je connais, j'ai pas envie d'avoir faim dès que j'ouvre Insta, ça m'apporte rien. Alors que là, ils me surprennent parce qu'ils font tout le temps des nouveaux trucs et ils arrivent à me garder intéressée et même à avoir envie de voir les prochains posts. Et quand on remet encore la relation de personne à personne, si je vous dis qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne entre deux personnes, vous allez me dire la communication. Sauf que la communication, c'est parler et écouter. Et à quel moment dans les entreprises, on a oublié la dimension écoute dans la communication ? Et qu'on voit tellement de marques qui font que parler, voire même crier sur les gens, et qui prennent jamais le temps d'écouter derrière, alors que la communication, ça va dans les deux sens. Et quand il y a de la communication avec de l'écoute et des mots, dans les deux sens, où on parle et où on écoute, ça crée des interactions. Et la qualité de l'interaction démarre par ce qu'on va dire. Et à chaque fois que je dois écrire un texte, que ce soit une newsletter, un texte sur notre site, un packaging, n'importe quoi, chaque fois je prends vraiment le réflexe maintenant, je le fais en conscience, d'ouvrir et de me dire « Ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire ?» Si j'enlève le truc de je dois convertir, je dois plaire à mes investisseurs, à mes salariés, qu'est-ce que les autres font, c'est quoi le truc en vogue, c'est quoi le sujet à la mode, c'est quoi le truc putaclic, machin. Si j'enlève tout ça, sur ce sujet-là, moi, maintenant, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire ? Et à partir du moment où on arrive à écrire comme ça et à dire vraiment ce qui nous tient à cœur, ce qui nous touche, ce qu'il y a au fond de nous, c'est là où les interactions vraies se créent, parce qu'on autorise aussi les gens à faire la même chose en retour, à nous partager, eux, ce qu'ils ont vraiment envie de dire, qu'il y a une interaction sincère qui se crée, qu'il y a de la confiance qui se crée, et qu'il y a un lien beaucoup plus fort. Et dans la vraie vie, quand il y a des relations comme ça qui sont désintéressées, où on fait de nouvelles choses ensemble, où on prend plaisir à se retrouver, où il y a de la communication avec de l'écoute, où on parle pour de vrai, dans la vraie vie, ça crée des amitiés. Et pour une entreprise, ça crée une love brand. Et c'est ce que Chantilly Biscuit a été, et c'est ce qui a drivé le business. Et au-delà de ça,
Je dirais même que c'est ce qui a fait qu'on a eu de l'impact. Pendant tout Chantilly Biscuit, je me disais, en fait, Chantilly Biscuit est une marque inutile. En vrai, ça s'arrête demain. On n'est pas une boîte qui est dans un combat de société, on ne résout pas le réchauffement climatique, on n'est pas une boîte politique, on n'est pas une boîte engagée, on fait que des biscuits, quoi. En fait, ça s'arrête demain, tout le monde n'en a rien à foutre, quoi. Et en novembre dernier, donc quand j'ai vendu la boîte et que j'ai annoncé sur les réseaux, j'ai eu énormément de messages de gens qui m'ont dit merci. Qui m'ont dit merci d'avoir été là, merci pour tout ce que tu as fait, merci parce que grâce à toi, j'ai osé faire un truc, grâce à toi, j'ai rigolé tous les jours. Et il y a même une meuf qui m'a dit grâce à toi, j'ai osé entreprendre. Et en fait, même si au premier abord, Chantilly Biscuit pouvait sembler une boîte inutile parce qu'il ne faisait que des biscuits, mais en fait, de la façon dont on le faisait, de la façon dont on incarnait la marque et par notre identité et nos valeurs et notre façon de faire, on touchait les gens et on n'était pas une boîte inutile et on a eu de l'impact sur des personnes. Et pour moi, ça a beaucoup plus de valeur de me dire j'ai touché quelqu'un, je l'ai aidé à oser faire quelque chose. Et il y a même une meuf un jour qui m'a dit j'ai toujours rêvé de me teindre les cheveux en rose, mais j'ai jamais osé. Et te voir, toi, faire toutes tes couleurs, bah, j'ai osé le faire. Elle est même allée chez mon coiffeur, elle m'a dit merci. Alors, c'est un petit truc, mais je me dis quand même, j'ai permis à quelqu'un de faire un truc qu'elle avait peur de faire et elle était contente. Donc, au final, la façon dont on faisait les choses, ça nous a permis de toucher les gens et d'avoir de l'impact. Et pour moi, c'est ce qui avait beaucoup de valeur. Et c'est ce qui a fait que Chantilly Biscuit est une love brand. Et c'est ça qui a drivé tout le business derrière. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu l'impression de faire du marketing. Juste, je créais des choses que j'aimais, j'avais envie de m'amuser avec les gens et qu'on se parle pour de vrai. Et de ces interactions authentiques est née une vraie relation. Du coup, j'ai envie de vous dire, quelle relation vous avez envie de créer avec les gens ? Comment vous aimez qu'on vous traite et comment vous pouvez traiter vos clients et les gens de la même façon ? Comment vous pouvez faire de nouvelles choses avec les gens pour continuer de nourrir cette relation. Comment vous pouvez mettre de la dimension écoute dans votre communication. Qu'est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur, incarnation, représentant de votre marque, vous avez vraiment à dire. Parlez avec les gens au lieu d'essayer de leur vendre un truc et parlez-leur pour de vrai. Merci. Merci Chanty, un grand merci. Merci à toi. Contrat tenu. Tu nous as vraiment bousculé. Reste avec nous, on va passer un peu le micro dans la salle. Allez, qui se lance? Qui a envie de poser une question? Allez, une main se lève, merci. Bonjour. Bonjour, j'avais une question. Je voyais que tu parlais dans tes partenariats que tu les choisissais et que ton entreprise était pérenne dès la première année. Est-ce que si ça n'avait pas été viable et que ça avait eu du mal à décoller, est-ce que tu aurais adopté une logique différente dans tes partenariats? Est-ce que tu aurais accepté des partenariats avec lesquels tu n'étais pas en phase pour justement avoir du business et faire monter ta boîte ou pas? Question de vérité là. Alors c'est dur de s'imaginer dans une situation que je n'ai jamais vécue déjà. Je ne crois pas qu'on puisse refaire l'histoire. Je ne saurais pas te répondre, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais réussi à le faire. Et que même là, aujourd'hui, dans le concept que je lance, on a un peu de mal à vendre parce qu'on n'a pas bien expliqué le truc, etc. Je n'ai pas non plus envie de changer et de me dire je vais faire en sorte de plaire aux gens pour qu'ils achètent derrière, quoi. Après, c'est sûr que je n'étais pas dans la situation où ma marque va s'écrouler et donc c'est soit je fais ce partenariat, soit tout s'arrête. Dans ces moments-là, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire oui ou non. Et c'est sûr que les choix sont plus faciles à faire. Mais je pense qu'aussi, c'est le fait que ça ait amené ça, enfin, qu'on ait été comme ça, que ça ait amené aussi ce business model. Enfin, je sais pas, mais je comprends, mais je ne saurais pas répondre. Moi, j'ai une question pour J'ai envie de dire que j'aurais du mal à me regarder en face le matin, quoi. C'est peut-être la réponse, merci. J'ai une question pour toi. On est, et ceux qui sont dans la salle, dans des entreprises, ils ont un patron, il y a des trucs établis. Toi, tu as monté ta boîte, donc tu as pu donner le là et rester finalement droite par rapport à qui tu es. Quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui sont là pour dire comment on redevient vrai en entreprise? Comment on s'y prend?
Alors en entreprise, le mot est très large déjà, comme situation. Ouais. Ben, déjà, j'ai envie de dire ce que je disais, c'était vraiment de ramener le truc de personne à personne et déjà de peut-être réduire le sujet aux choses du quotidien et aux interactions qu'on a dans les petites interactions, et tout se joue là en fait. De se dire la façon dont je parle à un client, mon collègue, n'importe quoi, c'est la façon dont j'aimerais qu'on me parle. Comment je peux faire en sorte que moi je kiffe ce que j'ai envie de faire. Et à partir du moment où on aime ce qu'on fait et où on a envie que les gens se sentent bien derrière, déjà ça change le quotidien. Mais la question est très vaste de dire en entreprise. Mais bon. Ok. Bon. Daphné a une question pour toi. Merci Daphné. Bonjour Chanty. J'ai pas de questions, mais bravo. Merci. Quelle claque. Meilleure question. Merci. Et ta deuxième question? Il n'y en a pas. Autre question. Oui, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les marketeurs? C'est quoi le truc qui t'énerve en fait? Oh. Ils sont vachement nombreux, hein, mais vas-y. Il y en a beaucoup. Non, mais le truc qui gratte là. Ce qui m'énerve, c'est tout le marketing putaclic qui est juste pour but la conversion en fait. Moi, je préfère. Je mets la conversation et la relation au-dessus de la conversion. Et quand je vois tous ces trucs qui sont juste destinés à vendre, moi, je déteste ça, en fait. Le marketing qui n'a pas d'âme, le marketing qui ne prend pas soin de la personne en face, le marketing qui est égoïste, qui veut juste faire des vues du putaclic et qui n'est pas là pour servir les gens, en fait. Moi, c'est ça qui m'énerve. Ouais. Donc ça, c'est pas des marques, des love brands. Ça peut pas être des love brands. Mais en fait, les love brands, c'est pas quelque chose qu'on se décrète, c'est quelque chose. C'est comme une amitié. On dit pas là, on est amis. En fait, ça se vit. Et ça se voit de l'extérieur. En fait, c'est les conversations. C'est ce que je disais, c'est les conversations qu'il y a autour qui vont définir. Ouais. Charlotte Piaf de poser sa question. Vas-y, Charlotte. Quel a été ton pire souvenir, ton pire moment dans l'aventure Chanty Biscuit, et qu'est-ce que tu en as ressorti? J'ai envie de dire, c'est dur de choisir. Alors, si je prends vraiment l'aventure Chanty Biscuit et que je sors vraiment de la partie marketing, ça a été toutes les difficultés humaines, les séparations associées, équipes. C'était plus ces choses-là qui ont été dures à gérer que la partie pure business, on va dire, quoi. La partie management, la partie opérationnelle aussi de la boîte, plus que la partie market, créa, qui était mon kiff. Mais ouais, les gens, quoi. Autre question, celle de Marianne. Tu as vendu ton entreprise l'année dernière. Oui. Donc ta marque très basée sur ton intuitu personnel, vraiment lié à toi. Qu'est-ce que ça devient? Est-ce que les repreneurs ont repris cet ADN? Quelle est la suite de l'histoire? Très bonne question, et ça a été un gros sujet. Donc c'est moi qui ai voulu vendre la boîte. Parce qu'au bout de 10 ans, j'avais fait le tour et j'avais envie de mettre ma créativité ailleurs et trouver des idées de biscuits pour la fête des mères. J'ai fait 10 fois, quoi, ça me faisait plus kiffer. Et donc, j'ai cherché à vendre. Et c'est vrai que toutes les discussions qu'on a eues, c'était en fait, c'est trop incarné, c'est trop Chanty, on ne veut pas acheter la boîte. Et donc, mon sujet, ça a été de prouver que je ne servais à rien. Et en fait, donc c'est un particulier qui a repris. Ça a été un coup de cœur. Lui, il cherchait une boîte à reprendre, etc. Donc, ça a bon feeling avec l'équipe et tout. Et en fait, ce que je vous disais, c'est que déjà, toute l'équipe est en place depuis longtemps, ils savent bosser, etc. Moi, je suis plus du tout... je suis quand même beaucoup sortie de l'opérationnel déjà. Et en fait, je disais que les gens suivent avant tout pour Chanty Biscuit que pour moi, en fait. L'âme qu'on a donnée à la marque, elle continue d'exister, même si c'est plus exactement la même, et même si forcément, moi, j'ai le storytelling j'ai monté dans ma cuisine. Et en fait, la personne qui a repris, elle a vu tout le potentiel B2B, que moi, je n'avais jamais poussé parce que je n'ai pas un ADN sales, que la partie marque, en fait, entre guillemets. Donc, ça ne l'a pas trop dérangé, même si... Alors, moi, je ne veux pas suivre parce que j'ai l'impression que c'est comme une séparation avec mon ex. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, mais je ne veux pas avoir sa nouvelle vie. Donc, je sais que ça continue, que ça se passe bien, les équipes sont encore là et ça tourne. Et que l'ADN... Il y a une directrice marketing qui a repris, qui est un peu perché comme moi, donc ça devrait continuer. Après, c'est sûr que ce ne sera pas exactement pareil, mais ça va continuer, quoi. Merci. Autre question, celle d'Alexandra. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, la personne précédente a posé ma question, mais je voulais juste vous dire que je suis cliente Chanty et je ne savais pas que c'était vous qui interveniez. Et merci pour la petite boîte rouge et les petits messages, c'était vraiment chouette. Trop bien, merci. Tu avais commandé quel message? Comment il s'appelle? Jean-Marc, c'était pour Jean-Marc.
J'ai une question que certains se posent peut-être parce qu'ils travaillent avec des influenceurs. Ouais. Comment on travaille avec des influenceurs? Alors, la question est large. Nous, on travaille avec des influenceurs aussi, avec Chanty Biscuit. Et nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on leur envoyait des biscuits. Alors, soit ils choisissaient les messages, soit c'est nous qui faisions la surprise. Et après, on les laissait faire ce qu'ils voulaient, en fait. Et c'est comme ce que je disais avec le partenariat de tout à l'heure. Moi, je ne vais pas dire à l'influenceur voici ce que je veux que tu dises sur Chanty Biscuit, mets du Chanty Biscuit dans ta com. C'est vraiment, tu as les biscuits, tu as les messages que tu veux, et après tu en parles de la façon dont tu veux, dont toi tu incarnes tes propres messages en fait. Fais refléter ton identité avec nos biscuits, fais ce que tu veux quoi. Et nous on laissait les gens faire et ça partait dans tous les sens. Et je pense que ça marche bien quand la personne sent qu'elle est capable de faire vraiment ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle pense et d'être comme elle est d'habitude et d'être normalement, et que le discours est vrai, authentique. Et quand c'est pas authentique, ça se sent de l'extérieur direct. Et ça marche pas quoi. Ouais, c'est ce qu'on voit avec des grandes marques qui appellent ça plutôt de faire une collaboration plutôt que de travailler avec. Tu as une question de Mathieu. Bonjour. Quand tu racontes ta marque, on a un peu l'impression, tes débuts, on a un peu l'impression d'entendre plus une créatrice de contenu qu'une entrepreneuse. Ouais. Est-ce que avec une construction de communauté, une construction de personnalité qui a pris du temps, qui s'est faite avec du monde, avec les gens qui te suivaient, est-ce que toi, quand tu as commencé, tu t'es plus vue comme créatrice de contenu plutôt qu'entrepreneuse? Et est-ce que tu penses que ça a contribué au succès de ta marque? Bonne question. Alors moi, je me voyais créatrice, sens très large. Alors, je dirais que je suis quand même plus entrepreneur dans le sens où derrière, on a quand même construit une usine, il y avait un business model, etc. Mais moi, la partie marketing, c'est ce qui me faisait kiffer. Donc, je me suis occupée de ça, quoi. Enfin, dès que j'ai pu recruter une équipe, j'ai pris de plus en plus de temps sur ça parce que c'était ce que j'aimais. Je me dirais pas contenu, parce qu'on était plus que du contenu. Il y avait des produits, il y avait une stratégie, il y avait le site, il y avait quand même des enjeux de vente, etc. C'était plus large que du contenu, mais c'est sûr que moi, cette partie expression de la marque, identité, c'est ce qui me faisait kiffer, quoi. C'est sûr que je me sens plus marketeuse dans l'âme qu'entrepreneur. Mais j'aime aussi avoir la partie construction de projet, quoi, qui va avec. Autre question? Profitez-en, il reste 2 minutes. Allez, c'est parti, merci. Bonjour, c'est la suite de la question de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors, je ne sais pas trop. En fait, je me suis dit, en fait, je suis partie plus pour partir que pour faire autre chose déjà. Donc, je me suis dit, là, je me laisse 1 an où on va voir ce qui se passe. J'accepte le truc qui tombe et que j'ai envie de faire, et j'accepte pas ce que j'ai pas envie de faire. Le seul truc que j'avais accepté cette année, c'était cette conférence. Justement, je me merci. Je me suis dit, ça va me permettre de creuser, c'est quoi mon message, etc. Et puis même, j'avais jamais fait. Enfin, j'avais fait des petits discours, mais pas des vraies conférences. Et là, donc avec la personne qui m'a coachée sur la conférence, on est en train de lancer un concept. Voilà, on l'a plus ou moins lancé, mais on est toujours en train de le travailler sur vraiment bosser cette relation entre la marque et les gens. Et en fait, lui, c'était un marketeur qui est devenu thérapeute, psy, coach, et du coup, il a tous les outils pour travailler vraiment la relation des personnes entre les personnes, et qu'on va déployer entre la marque et les personnes. Donc là, on lance une masterclass qui a lieu du 26 au 29 septembre sur ça. Voilà, il y a 22 places. C'est en ligne, ça s'appelle Marketing sur le divan. Donc il y a 10 secondes pour booker tout. Et on s'est dit, on en fait une, on voit ce qui se passe, et si derrière on continue, ce que ça va devenir. C'est mon petit projet kiff de l'année, puis derrière on verra. Mais après, je suis ouverte à des missions de com. Si on va sur Marketing sur le divan sur Google, on trouve et bim, ça y est, c'est parti. Marketingsurledivan.com. Marketingsurledivan.com. Voilà, c'est en ligne depuis genre 2 jours. Le site n'est pas très compréhensible encore. D'accord. Mais on y travaille. Mais oui, là en fait, et je me suis dit comment je dis maintenant, Chanty Biscuit, ça m'a permis de comprendre, d'apprendre, et comment je peux transmettre aussi. Et ça m'a fait réaliser ce que j'aimais faire, ma vision du monde, et qu'en fait j'avais un truc à apporter. Et là, de m'associer à lui qui déploie la partie psy qui va avec le marketing, je trouve ça génial et utile. Donc voilà, on verra où ça mène. Un grand merci. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci Chanty. Merci beaucoup.